ce panel traitera d'un sujet très très important qui est lié aux acquisitions foncières et immobilières, donc, qui sont les risques encourus lors de ces transactions-là. Et pour cela, j'ai deux panélistes, donc un juriste conseil, M. Lobé, et Mme Oundrin, qui est directrice générale d'une mutuelle. Voilà. Monsieur Lobé avait prévu une présentation pour étayer les termes techniques et juridiques, pour vraiment bien poser le cadre. Et Mme Lobé va nous faire un partage d'expérience. Merci. Alors, bonsoir mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Alors, j'aurai la charge de vous entretenir en quelques instants sur les risques liés à l'acquisition immobilière et foncière en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes bien entendu au moment de l'acquisition. Nous ne sommes pas en cours d'exécution, nous ne sommes pas à la fin. Alors, pour celles et ceux qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent devenir propriétaires d'un bien immobilier sur lequel ils entendent réaliser des projets, vous serez confrontés, de mon point de vue, à trois risques majeurs. Le type de propriété, les risques liés au type de propriété. Ensuite, les risques liés à la qualité du vendeur ou du cédant. Et troisièmement, les risques liés à la disponibilité du bien. Alors, sur le titre de propriété, en Côte d'Ivoire, vous avez sans doute dû entendre parler que des ACD ont été annulés. Vous avez dû entendre que des lettres d'approbation ont été annulées. Des arrêtés d'approbation ont été annulés. Vous avez souvent des documents entre vos mains qu'on vous présente et à la fin, vous vous retrouvez, après avoir mis votre argent sur ce projet, en tout cas sur le pavé. Alors, en ce qui concerne donc le titre juridique, il y a bien de risques. Les risques, c'est bien entendu souvent de se trouver en face de documents qui sont faux ou des documents qui sont contestés et plus tard annulés. Alors, celles et ceux qui veulent investir dans l'immobilier doivent souvent prendre la peine, en fonction des titres que vous aurez en face de vous, de procéder à des études techniques d'analyse de risque, de vérification. Et la vérification sera fonction du type de propriété que vous aurez en face. Vos questions permettront certainement d'approfondir la réflexion là-dessus. Deuxièmement, la qualité du vendeur. Vous avez une personne qui peut avoir un type de propriété en bonne et due forme, mais cette personne peut ne pas avoir à elle seule la qualité pour pouvoir vous vendre ou vous céder. Je veux viser en Côte d'Ivoire l'hypothèse, par exemple, des personnes mariées sous le régime de la communauté de biens. À supposer que le bien que vous voulez porter à cœur est un bien issu d'une communauté, suivant les dispositions de la loi ivoirienne sur le mariage, ce bien-là ne peut pas être vendu sans l'accord de l'époux ou de l'épouse. Ce qui fait que si vous achetez avec l'un sans la mention de l'autre dans l'acte, ce acte-là est nul. Deuxièmement, sur la qualité du vendeur, vous allez vous retrouver très souvent avec des personnes, surtout dans le foncier rural ou dans le foncier urbain qui côtoie le foncier rural, vous allez vous retrouver avec des personnes en possession d'un bien qui est issu d'une succession. Très souvent, elles vont vous dire, ben tiens, je représente la famille. Il ne faut jamais s'engager quand vous n'avez pas vu une procuration légalisée par devant la justice. Il ne faut jamais aussi s'engager quand on n'a pas vérifié auprès de la chefferie, auprès des différentes instances, la fiabilité de ces documents. Alors, et troisièmement, les risques liés à la disponibilité du bien. Vous allez acheter le bien avant de l'acheter. Vous avez pu prendre la peine de vérifier le titre. Vous avez vérifié la qualité, mais à la fin, il faut regarder si le bien est disponible. Le bien, très souvent, peut être issu d'un lotissement. Et la plupart des biens sont issus de lotissements, en fait, des biens fonciers. Alors, il faut vous assurer que dans l'arrêté d'approbation de ce lotissement, ce bien-là n'est pas réservé à la réalisation d'un ouvrage public. Vous avez pu voir ou ne côtoie pas une zone qui est réservée pour la réalisation d'un ouvrage public. Vous avez un peu l'exemple des personnes qui ont été déguerpies pour faire passer la Y4. Certaines personnes se sont retrouvées sur des emprises de l'État et la conséquence, ça a été de voir les investissements à l'eau. Plus tard, il faut donc négocier pour obtenir un dédommagement, ce qui n'est jamais aisé. Alors, toujours sur les risques liés à la disponibilité du bien, vous verrez très souvent
quand vous partez acquérir ou acheter des biens, très souvent, peu de personnes prennent le temps et le soin d'aller demander, suivant les documents que vous avez en face, des états fonciers. Prenons un bien qui est immatriculé et donc qui a un titre foncier. Très souvent, vous prenez moins le soin d'aller vérifier à la section 4 et à la section 5 des titres fonciers. À la section 4, on vous dit qui est propriétaire. Vous avez quelqu'un qui dit « je vous vends ça », il faut juste demander un état foncier si le bien est immatriculé à un titre foncier pour voir qui est inscrit à la section 4 en qualité de propriétaire. C'est un moyen de vérification. Quand vous ne vérifiez pas, ben, la personne peut vous vendre le bien pendant que c'est passé dans la main d'une autre. Deuxièmement, le bien, et surtout pour les banques, peut être frappé de certaines mentions judiciaires. Exemple, une prénotation qui empêche que vous puissiez inscrire votre nom là-dessus. Ce bien peut être frappé d'une hypothèque. Vous achetez, on a vu des gens acheter des biens, mais qui avaient été donnés en garantie à une banque. Et vous portez acquéreur de ce bien, mais avec peut-être qu'il a consenti l'hypothèque pour peut-être 2 milliards. Et si vous ne venez pas pour un investissement pareil, du jour au lendemain, vous pouvez vous voir sur le côté. Voici de façon sommaire, cher Katian, laissant Madame André poursuivre et le public pouvoir nous permettre de nous ouvrir. Voilà ce qu'il fallait dire, en tout cas de façon assez sommaire, pour permettre aux questions de situer davantage les cadres. Merci Monsieur Lebé. Je tiens à dire au public qu'on n'a pas beaucoup de temps et donc ce serait bien de commencer à préparer les questions en amont, de sorte à ce qu'on en prenne quelques-unes à la fin de l'intervention de Madame André. Je vous laisse la parole. Alors, comme j'ai été présenté, je suis directeur général d'une mutuelle, la mutuelle des agents de l'eau et de l'électricité, et la microfinance du groupe Eranor, actionnaire majoritaire dans les grandes sociétés que vous connaissez, comme la CIE, la Sodeci, Cyprès et bien d'autres entreprises. Alors, nous avons pour mission d'accorder, de permettre à nos adhérents de faire de l'épargne et de leur accorder des crédits. Nous avons également en activité accessoire de procéder à l'acquisition de biens immobiliers au bénéfice de nos adhérents. Et c'est dans le cadre de cette activité-là que nous avons vécu, pour ne pas dire que nous avons subi, lors de notre première opération immobilière, tous les risques qui ont été évoqués par M. Lebé. Il s'agit d'abord du risque lié à la propriété foncière. Nous avons contracté avec des promoteurs dont on ne s'est pas assuré de ce qu'ils étaient les réels propriétaires. Et jusqu'à aujourd'hui, on a contacté avec 2 promoteurs. Il y a l'un qui n'a pas pu encore nous prouver son titre de propriété. Nous avons été confrontés à des vices cachés, des logements qui nous ont été livrés. Oui, nous avons été confrontés à des risques liés aux logements qui nous ont été livrés. Nous avons constaté que l'assainissement pour certains logements, c'était sur 2 sites. Sur l'un des sites, n'avait pas du tout été fait. De sorte que nos acquéreurs ont été obligés de construire des fosses septiques dans chaque logement acheté. Nous avons sur le 2e site, un site qui était dédié aux logements sociaux, pour lesquels, pour ce site-là, l'État était chargé de faire les VAD primaires. Depuis 2017 jusqu'en 2022, où je vous parle, cela n'a pas été fait. Et nos logements ont déjà été vendus. Les crédits acquéreurs ont été accordés sur 12 et sur 14 ans. Nous avons aussi vécu le risque de la promiscuité, des logements qui ne sont pas du tout décents. Et nous avons connu l'insolvabilité des promoteurs. Parce qu'au moment où nous avons fait appel à eux pour lever les réserves qui avaient été mises au moment de la livraison des maisons, les 2 promoteurs sont portés disparus. Ils sont portés disparus pendant que sur les antennes et sur les pancartes à Abidjan, nous voyons même sur les antennes de télé qui font d'autres promotions, alors que la première promotion qu'ils nous ont livrée n'est pratiquement pas habitable. Donc ils ont des locaux?
Ils ont des locaux qui sont toujours ouverts? Ils ont des locaux ouverts, mais avec des dirigeants portés disparus. Les dirigeants sont... Non, ils ne sont pas dans les locaux. On n'a qu'une assistante ou un technicien. Donc c'était un autre cas qui n'est vraiment pas une hypothèse d'école, c'est un cas pratique. Et donc, après toutes les tentatives, l'amiable que nous avons essayé, par lesquelles nous avons essayé de trouver des solutions, ces tentatives ont été vaines. Nous sommes obligés aujourd'hui de recourir à la justice quand on sait ce que cela peut mettre comme temps et quand on sait le risque, c'est un risque de santé aussi parce que nos acquéreurs, ils ont des problèmes psychologiques, ils sont dans l'insécurité et donc ce qui peut agir sur leur santé. Voilà. Est-ce que pour mieux nous situer, vous pouvez donner à peu près le nombre d'hectares sur lesquels vous avez souscrit vos opérations et le nombre de personnes impactées par ces manquements? Il faut dire que nous étions partis, nous avons fait une commande de 500 logements au premier promoteur qui n'a pu livrer que 100. Et donc, vu qu'il n'a pas pu honorer la commande, nous avons contacté le deuxième promoteur qui a livré aussi 100. Donc, nous avons 200 acquéreurs impactés. 200 acquéreurs impactés. Et pour les 300 maisons qui n'ont pas été construites, nous avons avancé de l'argent pour que ce soit construit. Donc, en plus de tous les vices et de tous les dysfonctionnements, nous avons de l'argent avancé pour des maisons que nous risquons de ne jamais avoir. Voilà. Et ces litiges datent d'il y a quelques années? Date de 2017. D'accord, donc ça fait 5 ans. Voilà. Monsieur Lobé, je pense que là, elle a bien illustré les problèmes que vous avez cités. Est-ce qu'il y a des recours? Parce que là, bon, on ne va pas parler de solutions en amont, c'est déjà un peu trop tard, mais est-ce qu'il y a des recours à ce niveau-là pour pouvoir donc avoir peut-être des maisons qui seront livrées? Le promoteur qui n'a pas livré les 300 maisons, quel recours est-ce qu'on a pour qu'il livre les 300 maisons ou qu'il rembourse au moins la mutuelle qui a déjà reversé la quasi-totalité, c'est ça? Soldé la quasi-totalité des fonds? Non, qui a payé le tiers. Le tiers. A payé le tiers. D'accord. Ben déjà, à entendre Mme Drin, je dis Dieu merci pour son cas parce qu'on n'est pas devant un promoteur qui est insolvable. Parce qu'elle nous dit que les promoteurs continuent de construire ailleurs. Ce qui veut dire que nous sommes en face de promoteurs qui ne sont pas loyaux. Si ces promoteurs continuent de construire, c'est certainement que ces promoteurs disposent encore de fonds. Donc pour moi, dans ce cas, nous ne sommes pas dans une situation, on va dire, désemparante. On peut sauver en quoi faisant, mais tout de suite pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes. Espérons qu'on puisse identifier ces comptes. Donc, on peut pratiquer des saisies conservatoires, obtenir du juge une ordonnance qui permet de saisir les comptes de ces structures pour faire payer, en tout cas pour faire au besoin rembourser le taux perçu ou les sommes perçues par ces personnes-là dont on n'a pas pu justifier en tout cas la finalité. Il y a donc ce recours-là qui reste encore possible. D'accord, merci. Surtout que nous ne sommes pas dans une situation extrême en fait. Je pense que c'est extrême pour madame. J'ai dit qu'on avait deux promoteurs. Le premier promoteur, c'est une société familiale où le père qui est le fondateur est décédé. Et donc tous les 6 ou 8 mois, un des enfants s'érige en directeur général de l'entreprise. Donc ceux qui construisent, quand nous les avons approchés, c'est un frère, on ne sait plus et qui dirige la société. Donc le risque est plus grand. Le deuxième promoteur, lui, il est porté disparu. Il ne construit pas. Donc je veux dire, le recours que nous avons aujourd'hui, c'est le recours judiciaire. Je vais devoir prendre des questions du public parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Donc si quelqu'un a des questions, je vais en prendre 3. Il y a madame là-bas. Donc merci pour vos interventions. J'aimerais savoir, Monsieur Lobé, en tant que particulier qui s'apprête à acquérir, c'est vrai que vous avez donné des informations qui sont très intéressantes, mais on sait qu'à Abidjan aussi, rien n'est organisé en termes d'accès à l'information. Donc du coup, les next steps pour un acquéreur, c'est lesquels? Est-ce qu'il y a des cabinets qui peuvent vérifier tout ça, tous les points que vous avez cités,
où est-ce qu'il faut se rendre? Qu'est-ce qu'il faut faire en gros? Vous me demandez de faire de la publicité. D'accord. Alors, venez me constituer, je vais faire de la vérification pour vous. J'ai Jean-Luc Lobé Conseil qui existe en forme de cabinet, donc j'y fais. Désolé à M. Bella, elle me demande de faire de la publicité. Je ne saurais parler de ce que je ne maîtrise pas, je parle de moi. Alors, Jean-Luc Lobé Conseil, je suis directeur des masterclass de l'immobilier, qui est un centre de formation où je donne les instruments et les rudiments nécessaires à l'analyse des risques liés à l'investissement immobilier. Depuis les types de propriétés, en passant par la qualité du vendeur et la disponibilité du bien, je vous donne un process qui va vous permettre de ne pas être la victime du next step. Disons que madame n'aura pas l'occasion d'y aller, et comme elle est déjà là, il faudra peut-être lui donner une réponse. Ok, merci chef Action. Tout de suite, par exemple, il y a, en termes de type de propriété, j'aime bien souvent, j'entends souvent les gens à Abidjan dire, quand on veut acheter, j'ai un titre foncier. Et j'aime retorquer pour m'énerver, pour dire, titre foncier, ça ne veut rien dire. Parce que le titre foncier, c'est juste un numéro d'immatriculation d'un terrain. Et c'est aussi l'ensemble des informations qui concernent un terrain. Donc quand vous dites j'ai un titre foncier, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que quelqu'un qui veut vous vendre une voiture, j'ai une plaque d'immatriculation. Mais la plaque d'immatriculation ne veut pas dire que cette personne est propriétaire de la voiture. Il faut donc, en fonction du type de propriété présenté, faire une analyse. Exemple, j'ai une aide d'attribution villageoise. On va commencer même par l'attestation de propriété coutumière. Si vous avez une attestation de propriété coutumière, par exemple, ici, le terrain n'est identifié nulle part. Sauf l'histoire du village et de la chefferie connaît la propriété de ce terrain. Donc, vous n'allez pas chercher la vérification dans une administration. Allez-y auprès de la chefferie. Allez-y auprès de ceux qui connaissent l'histoire. Et j'aime dire dans mes conférences que les gens, excusez-moi pour celle de ceux, c'est un langage ivoirien, arrêtez de jouer les dangereux. Quand vous arrivez, l'immobilier a horreur des gens qui sont trop imbus de leur personne. Il faut arriver avec humilité dans le village, s'arroger de jeunes gens, poser des questions autour. Cette parcelle-là, est-ce que ceux-là, suivant l'histoire de votre village, ce sont leurs parents qui ont habité là? Avoir même au besoin les voisins, est-ce que ceux-là, c'est pour eux le terrain? Et quand vous posez ces questions-là, souvent, je provoque même, je dis aux gens, souvent même déposer un peu un tas de sable là. Vous allez voir, le tas de sable que vous allez poser va révéler les différents propriétaires. Dès que vous posez un petit tas de sable, vous voyez les gens sortis de partout. Ce n'est pas écrit dans les livres, c'est l'expérience qui l'enseigne. L'attestation, ici, c'est un moyen de vérifier l'attestation de propriété coutumière. Vous avez par exemple une aide d'attestation villageoise, qui est forcément un document qui est issu d'un lotissement. Ça veut dire qu'ici, il y a deux vérifications à faire. Est-ce que l'arrêté d'approbation, en vertu duquel on me délivre ce document, est valable, existe? Parce que vous avez pu voir ici, vous connaissez le conflit de Rogobité et Abobo Baoulé. Il y a des gens qui ont acquis des terrains dans la zone des Bessipois, qui ont construit, et plus tard, l'arrêté d'approbation de cette zone a été annulé. Donc toutes les personnes qui ont construit se sont vues déguerpis, démolies. Mais le problème vient d'où? Parce que l'arrêté, à l'origine de l'acquisition, a été annulé. Donc il faut s'assurer que, en face d'une lettre d'attestation villageoise, l'arrêté est toujours valable. Et deuxièmement, aller dans le registre du village qu'on appelle le guide, pour voir si la personne qui veut vous vendre est la dernière personne inscrite. Ensuite, vous déportez auprès du ministère pour voir si la personne est encore inscrite dans le guide. Et quand vous vous inscrivez, entamez automatiquement les démarches. Sur la plupart des contentieux que j'ai gérés, le problème vient de ce que les Ivoiriens ou les particuliers aiment dormir sur le laurier. Ah oui, il m'a donné l'aide d'attribution, c'est bon. Mais pendant que vous dormez, vous savez que le même propriétaire terrien, malheureusement, va encore aller vendre à 2-3 autres personnes. Et le plus rapide va s'inscrire dans, comment dirais-je, dans les registres et à un ACD. Et récemment, je viens de faire annuler par la Cour suprême, le Conseil d'État ivoirien, un arrêté, un ACD qui est venu juste après que nous, on ait eu une aide d'attribution. Donc vous voyez qu'il faut courir. Quand vous avez par exemple un ACP, un arrêté de concession provisoire, il faut aller demander un état domanial. Vous avez un ACD. L'ACD, quelqu'un vous dit, ah, on a l'ACD, c'est terminé. Quand on voit les gens dire, ah, c'est propre. En Côte d'Ivoire, quand on voit les gens, oui, c'est propre, c'est ACD. C'est propre, ça ne veut rien dire, monsieur. Il a un ACD, mais cet ACD, il peut avoir hypothéqué le terrain. Il a ACD, mais il a allé prendre un crédit avec la banque. Et la banque, en sûreté, a constitué, a consenti une hypothèque. Si vous achetez un matin, le jour où il ne réussit pas à rembourser le crédit bancaire, la banque vient réaliser son hypothèque et vous arrache le bien. Et est-ce que c'est noté sur l'ACD qu'il y a une hypothèque? Merci. Pour, par exemple, l'ACD, il faut aller par ce qu'on appelle l'état foncier. Il faut aller auprès de la conservation foncière pour demander l'état foncier. Et sur cet état foncier, vous allez voir à la section 4.
la qualité du propriétaire et à la section 5, privilèges et hypothèques. Et vous allez souvent voir un peu plus haut, prénotation, pour voir si ce bien-là n'est pas grévé de sûreté. C'est quand on a levé ces équivoques-là et qu'on a vérifié la qualité. Parce qu'on peut avoir la CD et puis c'est la femme. C'est le mari qui veut vendre. Il m'est arrivé de voir des dossiers où le mari a voulu vendre sans la présence de sa femme, en faisant venir une autre fille qui est sa maîtresse et qui s'est fait passer pour la femme. Ça a l'air d'un film, mais ça se passe. Et ce sont les choses qui se passent. D'accord, monsieur Lobé. Je pense qu'on a un bon début de réponse. Madame. Oui, il y a une question pour monsieur derrière. Je vais en prendre deux d'affilée. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et monsieur, monsieur Baba. J'ai envie de dire que vous avez la solution à mon problème. Ah bon? J'espère que vos factures ne sont pas élevées. Parce que j'ai fini par finir la semaine de mes godasses entre la maison et Benjerville et le ministère de la construction. J'avoue que ce n'est pas une mince affaire. Actuellement, je me dis, si je dois payer quelque chose, je vais trouver une maison qui est prête à être habitée. C'est-à-dire terrain villageois, terrain, comment on appelle ça? Non, terrain approuvé. Je parle en termes clairs, en termes un peu ivoiriens pour se comprendre. Terrain villageois, terrain approuvé, terrain non approuvé. Moi, je me suis dit, moi, j'abats la sienne là, je suis pris dedans. C'est une croix. Que Dieu me donne la force. Maison qui est déjà bâtie, prends mon sac et je genre dedans en même temps directement. Parce que c'est pas facile pour la norme. Ma voiture, là, je me promets mettre tous mes dossiers. Je vais chercher les gars en même temps. Mais je vais vous demander une question, s'il vous plaît, pour être encore plus sérieux, excusez-moi. Quelle est la différence entre l'état foncier et l'état domanial? Et quelle est l'autorité qui délivre l'un de ces deux documents-là, s'il vous plaît? Ok. Merci. Je vais prendre une deuxième question. Excusez-moi. Qui peut demander des informations sur l'état foncier? C'est-à-dire quelqu'un qui est intéressé pour payer un terrain. Vous me vendez un terrain. Est-ce que moi j'ai la possibilité d'aller demander l'état domanial ou bien l'état foncier en tant que, je vais dire, quelqu'un qui est intéressé pour payer un terrain? Est-ce que ces structures-là sont habilitées à me donner ces informations, n'étant pas, bien entendu, propriétaire des terrains? Merci. Merci, monsieur. Une prochaine question. Il n'y a pas de question. Alors, rapidement, la différence, l'état domanial, dans la procédure d'acquisition d'un bien en Côte d'Ivoire, il y a différentes étapes. Avant d'avoir un arrêté de concession définitive, qui est le dernier document qu'on délivre sur un terrain foncier dans le domaine urbain, on passe par des étapes. Et il y a la lettre d'attribution ou la lettre d'attestation villageoise, qui est issue d'un lotissement, où vous avez souvent aussi des arrêtés de concession provisoire, ACD, avant la réforme de 2013. Sur ces biens-là, avant l'ACD, vous pouvez, en ce qui concerne par exemple un arrêté de concession provisoire, demander un état domanial au ministère de la Construction. Donc le ministère de la Construction est l'autorité habilitée à vous donner les renseignements. Pas besoin d'être forcément le propriétaire. Sur l'état foncier est le document qu'on délivre à la suite d'une réquisition foncière sur un terrain qui est immatriculé. Très souvent, les états domaniaux, on les demande pour les terrains qui ne sont pas immatriculés, qui n'ont pas encore un titre foncier. Mais pour les ACD, très souvent, vous avez, pour faire la différence, au niveau des états fonciers, pour les ACD, l'état foncier, vous le demandez sur un terrain qui a très souvent un titre foncier, qui a une numérotation. Et quand vous sortez ça, vous avez facilement à l'intérieur tous les documents. Qui peut le demander? N'importe qui. Vous pouvez venir vous renseigner, vous demandez au conservateur de la propriété foncière, monsieur, je veux lever une réquisition sur le bien objet du type numéro tant, de la circonscription tant. Il va vous donner un rendez-vous, on vous fournit l'état foncier, à vous maintenant d'interpréter comme en médecine en fait. Mais vous concevez, monsieur Lobé, qu'il faut toujours se faire accompagner par un notaire lors de transactions immobilières ou foncières? J'ai pas envie d'être la mauvaise langue, ma grande soeur est notaire, mais bon, de mes expériences, mieux vaut, parce qu'il nous est arrivé, bon, on se fait accompagner par un notaire, mais il faudrait que ce notaire-là veuille vraiment nous mettre du sérieux. Parce que très souvent, on a vu, je ne sais pas, on a vu des notaires accompagnés, mais sans plus se préoccuper des honoraires
que de la sécurité du bien. D'où, moi, la création de Jean-Louis Lobé Conseil, où je me propose d'accompagner certaines personnes. Désolé, ma modestie en souffre. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Donc, je pense que... Donc, Madame Moulin, vous voulez conclure? Oui, je voulais rebondir sur ce qu'il vient de dire. Pour nos 2 promotions immobilières, il y avait 2 notaires. Un notaire au chef. Un des notaires aussi est porté disparu. Parce qu'il se trouve être l'époux du promoteur. Ce que les initiateurs de la mutuelle ne savaient pas. Vous voyez? Donc, voilà, conflit d'intérêts. Donc, je voudrais tout simplement conclure en disant que la situation que j'ai décrite, là, c'est une situation dont j'ai hérité avant ma gouvernance il y a 2 ans. Alors, comme il faut se servir de l'exemple et tirer les leçons, nous avons tiré les leçons de ces cas malheureux. Et nous pensons que pour limiter les risques, ce que nous avons fait, c'est de nous faire accompagner par un cabinet d'expertise immobilière. Parce que chacun a son boulot. Malheureusement, on veut tout embrasser. Donc, nous nous sommes fait accompagner. Nous avons bien sûr plusieurs propositions de promoteurs, mais c'est ce cabinet-là qui est chargé de vérifier la solvabilité, la crédibilité de ces promoteurs immobiliers. Quand il s'agit de terrains qui nous sont proposés, même quand ils nous disent qu'ils ont des ACD, ce cabinet est chargé d'aller vérifier au ministère de la Construction. Et nous avons choisi des promoteurs qui ont pignon sur eux. Des promoteurs qui construisent par leurs propres moyens sans attendre le paiement des acquéreurs. Et les maisons sont déjà sorties de terre, les maisons sont déjà bâties. Quand vous donnez de l'argent, vous savez, quelqu'un qui a sa 15e promotion, à sa 5e promotion, c'est vrai que l'ancienneté n'est pas forcément la garantie, mais on sait que sur le marché ivoirien, des promoteurs qui ont fait leurs preuves. Donc c'est une manière pour nous de limiter les risques et d'éviter de retomber dans cette situation que nous avons trouvée, que nous essayons tant bien que mal de régler. Voici ce que je voulais. Ne pas hésiter à s'attacher de professionnels, parce que la qualité est... Voilà. Merci. Donc, vous voyez que tout n'est pas perdu. Il y a quand même des solutions. On reste courageux. Et donc, je laisse monsieur Lobé nous dire son mot de fin. Merci à tous. Juste dire que j'ai sur le marché ivoirien 2 ouvrages, cas et conseil sur le bail d'habitation. Donc, pour celles et ceux qui, en tout cas, qui font de la gérance locative, vous pouvez vous le procurer en librairie de France. C'est en forme de bande dessinée où on représente toutes les situations dans le cadre de la gérance locative avec les solutions au regard du droit ivoirien. Maintenant, pour celles et ceux qui sont confrontés à des situations conflictuelles sur l'immobilier, le tout n'est pas perdu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a eu un ACD après vous que c'est terminé. Il existe en Côte d'Ivoire comme en France ou partout ailleurs ce qu'on appelle le recours pour excès de pouvoir. On ne peut pas avoir une aide d'attribution sur un terrain et quelqu'un va venir vous court-circuiter, avoir l'ACD avant vous. Quand vous êtes devant cette situation, ne perdez pas espoir. Il faut tout de suite attaquer en quoi faisant, à écrire au ministre pour lui demander d'annuler cet ACD. S'il ne vous répond pas, vous avez 2 mois pour saisir le Conseil d'État pour faire annuler. C'est ce qui s'est passé avec mon expérience récente à Palmeraie Triangle. Un monsieur qui avait une lettre d'attribution a été court-circuité par un autre qui est venu avoir une même lettre d'attribution et qui a eu un arrêté de concession définitive. Et ils ont démoli, déguerpi quand même ce monsieur. Ça a pris du temps, mais 4 années après aujourd'hui, ce monsieur a été rétabli dans ses droits et maintenant c'est celui qui a démoli le bien qui sera poursuivi. Donc il ne faut pas perdre espoir, mais il faut toujours aussi se faire accompagner. Mieux vaut prévenir que guérir. Merci. Merci à tous. Je pense que là, il n'y a plus de questions. Monsieur Lobé a été assez clair, Madame Boulon aussi. Son histoire ressemble un peu à un mauvais film, mais malheureusement, ce sont des situations qu'on rencontre. J'espère qu'on vous a donné des petites astuces pour ne pas vous faire arnaquer et pour pouvoir avoir des transactions immobilières ou foncières assez sécures. Si vous avez des questions, on sera dans le hall, on pourrait échanger. Monsieur Lobé a fait déjà sa pub, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter. Non.
Et puis, moi, je conseillerais quand même d'aller voir un notaire. Il vaut mieux être accompagné que seul. C'est mon avis. Mais bon. Merci à tous pour votre écoute.